Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 1 heure pour parler de l'économie qui vous concerne. Vous qui êtes patron, vous qui êtes employé d'une société, ce soir, nous avons une pensée pour vous lorsque vous faites le pied de grue dans les couloirs des administrations, lorsque l'agent d'accueil se prend pour un grand patron, lorsque l'on vous renvoie pour un petit papier qui manque. On vous parle bien entendu ce soir du climat des affaires et du rapport de l'entreprise avec l'administration ou l'institution publique. L'économie algérienne s'est hissée à la 157e place sur 190 pays cette année. En matière de climat propice à faire des affaires ou d'investir en Algérie, beaucoup reste encore à faire, bien sûr. Les entreprises algériennes souffrent souvent de cette triptyque procédure délai-coût. Ces 3 contraintes sont essentiellement causées par des dysfonctionnements au niveau de l'administration. Ce constat, le monde de l'entreprise le connaît très bien. Nous débattons ce soir des éléments qui créent ces dysfonctionnements, des moyens d'y remédier et puis, tension budgétaire oblige, comment y remédier et à moindre coût. Voici donc le débat de ce soir et nous le faisons avec Monsieur Mohamed Cherif Benmihoub. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur et analyste en économie. C'est ça. Bonsoir, Monsieur Dr Zoubir Benhamouch. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes économiste au bureau pour l'Afrique du Nord aux Nations Unies. Merci d'être avec nous. Et j'ai le plaisir également de recevoir Monsieur Mould Hadir, économiste et expert en commerce extérieur aussi. Voilà, donc hier, la rencontre matinale du Cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise a traité justement de ce sujet qui concerne la qualité des institutions au service de la diversification économique. L'occasion pour nous a été d'y aller et de poser surtout des questions à chaud aux responsables d'entreprise et aussi à des chercheurs également, et de leur poser la question de savoir comment ils apprécient le climat des affaires. La lecture de ce reportage est réalisée par Nabil Kitine. Considérée par la Banque africaine de développement comme l'un des pays les plus riches d'Afrique, l'Algérie paradoxalement très mal classée sur le plan de son attractivité économique. Dans le dernier rapport Doing Business, l'Algérie chute de 10 places en 2018 pour se placer à la 166e sur 190 économies à travers le monde. Sur le terrain, cela se traduit par des lenteurs, des difficultés d'accès, des blocages et une réglementation instable. Un sujet de fond qui a fait débat lors de la conférence du Cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise. Un parfait exemple illustrant cela, c'est les lois de finances qui se font de manière irréfléchie parfois, sans prendre en compte les problématiques de l'entrepreneur, sans le concerter et qui ont un coût réel en fait sur son dynamisme sur le marché. Je prends un titre d'exemple, donc la mesure qui voulait taxer donc la publicité donc de producteurs. Comment est-ce qu'un producteur peut se projeter dans un marché national ou international sans être accompagné, sans en plus être accompagné de mesures lui facilitant la chose. Accéder au financement, c'est encore difficile, c'est un parcours du combattant, parce que le principe, donc ce qu'on appelle les mesures présidentielles prises par les banques, ne vont pas vers l'opportunité et la pertinence du projet, mais vont beaucoup plus sur la capacité et donc à rembourser éventuellement un incident financier. Le financement de l'économie fait partie des plus importantes distorsions qui caractérisent les institutions publiques. Même si pour certains, le problème n'est pas tant dans le fonctionnement des structures que dans la qualité de l'élément humain. Nous avons une problématique aujourd'hui en Algérie. Nous avons des données de sortie d'ingéniosité qui n'existent pas malheureusement. Le cursus de formation et d'évolution. Des heures d'attente, des dossiers égarés, des projets qui ne démarrent pas. Voici comment sont décrites les relations entreprise-administration et la liste est encore longue. À la question de savoir s'il faut une rupture avec le fonctionnement des institutions ou de créer des changements progressifs, voici ce que dit un chercheur du CREAD. Dans les faits, on n'a pas le choix. Quand on pose la question, comme si on a l'impression qu'on a le choix. On n'a pas le choix. C'est le rapport de force entre les personnes qui détiennent le pouvoir à cet instant et les personnes qui veulent appliquer ces réformes qui va définir le mode opératoire. Est-ce que ce sera brutal ou graduel? C'est un rapport de force. Mais effectivement, c'est sur le plan intellectuel, et pour les personnes qui évitent les dégâts collatéraux des révolutions, parce qu'un changement brutal, c'est une révolution généralement dans le subconscient des gens. Pour les gens qui veulent éviter les dégâts collatéraux des révolutions, ou par parallélisme à d'autres expériences qui ont donné des résultats
qui nous ont ramenés à des situations antérieures à l'immobilisme. Le graduel est séduisant sur le plan intellectuel. Si les méthodes peuvent être trouvées pour améliorer le fonctionnement des institutions, encore faudrait-il que la volonté politique suive et que surtout cela ne soit pas coûteux pour le trésor public. Voilà donc un bref coup d'œil des points de vue des personnes qu'on a rencontrées dans cet événement qui parlait justement de la qualité des institutions et de leur impact sur le vécu des entreprises. Pour commencer, pour dresser le décor de ce débat, la première question est pour vous, Mohamed Cherif Ben Yehoup, d'ordre général, à quel point la qualité des institutions est-elle responsable dans le retard de la diversification? L'État, enfin les différents gouvernements qui sont succédés parlent souvent de cet impératif de diversification. Aujourd'hui, qui est responsable selon vous? Oui, qui est responsable? Là, je ne suis pas peut-être en mesure de le dire, de le désigner, mais quand même... Est-ce que la qualité des institutions, en absolument. Tout cas... Oui, c'est les institutions. Alors, écoutez, pour parler de la qualité des institutions, il suffit d'utiliser 2 ou 3 indicateurs. On n'a pas besoin de faire des enquêtes, etc. 2 ou 3 indicateurs suffisent et qui reviennent dans le doing business. Même si je ne partage pas tous les indicateurs du doing business, il y a certains qui sont discutables, surtout de la manière dont ils sont saisis sur des économies, parce qu'on le saisit à distance. Vous savez, depuis 2006, depuis que la Banque mondiale intègre l'Algérie dans le doing business, les 3 facteurs reviennent de façon récurrente. L'accès aux ressources, principalement au crédit, la corruption et l'économie informelle. C'est pratiquement les mêmes qui reviennent dans les indicateurs ou les critères majeurs de la mauvaise qualité du climat des affaires. Les 3 sont suffisants pour dire que la qualité des institutions est mauvaise, parce que les 3 sont liés aux institutions. L'allocation des ressources publiques, ce sont des institutions qui sont derrière. La corruption, c'est une déviation ou une déviance organisationnelle de l'économie. S'il y a des corruptions, parce qu'il y a un marché de négociation parallèle, que ce soit sur les marchés publics, soit sur la commande publique de façon générale. Et l'économie informelle aussi, c'est justement parce que la qualité des institutions est mauvaise qu'on va vers cette sphère informelle. Et c'est la concurrence, par exemple. Nous avons une législation sur la concurrence qui est bonne. Les lois depuis la loi de 1995, la loi de 2003, amendée en 2010, amendée en 2013, ce sont des lois conformes aux législations mondiales, aux standards internationaux. Mais la mise en place, la mise en œuvre de ces lois ne se fait pas de façon efficace, etc. Et nous connaissons aujourd'hui, la loi a été adoptée en 2003 et le Conseil de la concurrence a été mis en place en 2013. C'est-à-dire la loi existe, mais le Conseil de la concurrence, le Conseil national de la concurrence n'a été mis en place qu'en 2013 avec des moyens rudimentaires. Il ne peut pas intervenir efficacement. Donc, si vous voulez, parfois la législation est bonne, mais les institutions, parce que la législation fait partie des institutions, mais les institutions chargées de la mise en œuvre, de la mise en pratique de cette législation ne suivent pas. Et aujourd'hui, on peut dire sans gêne que la qualité des institutions économiques en Algérie est relativement, enfin on peut dire qu'elle est mauvaise, que ce soit sur la partie allocation des ressources, qui impacte les politiques publiques, parce qu'on alloue des ressources sur des secteurs avec des marchés, des commandes publiques, ou sur la pratique de la corruption, parce que la corruption, il y a corruption parce qu'il y a... parce qu'il y a marché public. Il y a marché public, pas uniquement. Manque de transparence. Il peut y avoir marché public. Dans tous les pays du monde, il y a des marchés publics, mais il y a la transparence. Prédominance du capital public. Et puis, l'économie informelle aussi. Oui. Donc, si vous voulez... Alors justement, si on devait faire un benchmark, si on devait faire un comparatif avec ce qui se passe dans la région, par exemple, Zubair Ben Hamouche, vous avez eu à mener des études dans un certain nombre de pays où vous avez eu à étudier la relation entre la qualité des institutions et les indicateurs économiques de ces pays-là. Où se situe l'Algérie par rapport aux expériences que vous avez eues, dans lesquelles vous avez eu à travailler? Alors en fait, toute la sous-région, enfin notre bureau couvre la sous-région Afrique du Nord, et toute la sous-région souffre du même problème en fait, d'un problème de gouvernance. Et quand on regarde les données, on constate qu'il y a effectivement une relation positive entre la qualité d'institutions et la diversification de l'économie, et que d'autre part, la qualité des institutions influence le changement structurel, c'est-à-dire la transformation de l'économie, donc le passage d'une économie agricole ou des activités rudimentaires vers des secteurs plus productifs.
Et en matière c'est pas une question de classement, c'est une question de niveau de qualité des institutions. Et là, la majorité des indicateurs qui existent au niveau mondial concernant cette mesure de la qualité des institutions, l'Algérie est relativement mal classée, comme l'ensemble, à des degrés différents selon les pays, mais comme l'ensemble des pays de la sous-région Afrique du Nord. Mouloud Hadir, c'est selon vous un problème de qualité d'institution qui demeure dans les arcanes ou dans les limites des institutions ou des différentes structures, ou bien est-ce que c'est un problème plus global, celui de la gouvernance? Enfin, gouvernance et qualité des institutions, c'est exactement la même chose. Quand on parle de gouvernance, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Quand on dit gouvernance, ça veut dire que c'est global et que ça touche l'ensemble des institutions, voilà. Non, maintenant, quand on parle de gouvernance, en fait, c'est les gouvernants qui sont responsables, c'est des politiques publiques qu'ils mettent en œuvre, ou qu'ils ne mettent pas en œuvre, de la façon dont ils les mettent en œuvre, et des résultats auxquels elles donnent lieu. En principe, il y a des processus politiques qui permettent de... Parce que, bon, après tout, un gouvernement peut se tromper, etc., de bonne foi, mettre en place une politique. Mais enfin, il y a un processus de sanction politique qui doit fonctionner. C'est par rapport à ça qu'il faut se poser d'abord la question. Mais maintenant, globalement, que nous ayons un problème ici en Algérie, puisque, bon, c'est le cas de l'Algérie que nous abordons aujourd'hui, même si, comme vient de le dire Zoublier, c'est un problème à l'échelle de l'ensemble de la région, Afrique du Nord, Moyen-Orient, par rapport au reste du monde, a de façon générale un retard en matière de productivité, en matière d'efficacité et de performance économique. Donc, ça, mais nous, à l'intérieur de cette région, quand on regarde en tout cas la façon dont notre système économique est géré, il y a un certain nombre de problèmes qui reviennent tout le temps. C'est moi, je viens de faire, il vient de les résumer en gros, parce qu'effectivement, on peut discuter le détail, mais en gros, il y a des problèmes, il y a des invariants, des problèmes sur lesquels je dois dire que même nos gouvernants sont d'accord. C'est paradoxal. Depuis le temps que je lis, disons, les programmes du gouvernement successif depuis plus de 20 ans, on parle toujours de réformer le système financier, bancaire, etc. Oui. Bon, il est encore à l'ordre du jour aujourd'hui. On parle toujours d'état de droit, parce que le problème de l'informel aussi, c'est le problème de l'état de droit et de la façon dont le droit s'exerce dans la sphère économique et la façon dont le droit régule les comportements des agents économiques et sanctionne les actes de corruption quand ils sont constatés. Alors globalement, si je dois résumer la situation, on va dire qu'il y a deux problèmes fondamentaux. Il y a un problème de transparence. C'est ce que moi je me pose toujours la question, est-ce que nous connaissons réellement l'état réel de notre économie? Il y a un ensemble d'informations de base auquel on n'a pas accès, les gouvernants sont chargés de... Parce que bon, un entrepreneur, il peut pas, ça ne peut pas être quelque chose qui doit être... Alors, donc il y a l'élément de transparence. Alors il y a une transparence et l'accès à l'information économique. Oui. Et il y a un problème de confiance, disons, entre la sphère économique et la sphère politique. Parce que... dont la courroie de transmission se trouve être les institutions, les administrations, l'ensemble des structures vers lesquelles l'entreprise va justement pour pouvoir faire fonctionner au quotidien son entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque économie, en gros, a ses spécificités. On ne peut pas parler de la même façon. Disons, mais de manière générale, il y a des canaux de dialogue. Oui. Et après tout... les politiques publiques sont censées protéger le monde des entreprises et aider à son développement. Justement, on va parler un peu plus tard de ces canaux de dialogue qui peuvent être justement discutables selon qu'ils vont vers certains et pas d'autres. Ça va être la deuxième partie du débat. Alors il y a deux choses, transparence et confiance. On garde transparence et confiance. Et je repose peut-être la question autrement pour être vraiment dans le débat. Aujourd'hui, est-ce que la diversification en Algérie n'arrive pas parce que, tout simplement, les institutions ne sont pas au rendez-vous de cette diversification, finalement? Oui, la diversification ne se décrète pas. La diversification se fait par le marché.
Et à ce titre, l'État, bien sûr, produit des incitations. On peut inciter les entreprises, les investisseurs à aller dans un secteur plutôt que dans un autre, protéger un secteur, mais par des instruments économiques et fiscaux, et non pas par des listes noires et des listes, des blacklists, etc. Donc la diversification ne se fait pas parce que l'investissement lui-même est faible en Algérie. Nous n'investissons pas assez. Nous sommes dans une économie pas de capitalisme ou de capitalistique, nous sommes dans une économie de patrimoine. Les surplus dégagés par les entreprises sont d'abord patrimonialisés, c'est-à-dire on achète des patrimoines et non pas versés dans le capital pour investir. Là, c'est une première caractéristique fondamentale dans l'économie algérienne. Nous sommes une économie de patrimoine. Et on n'investit pas assez. Deuxièmement, pour des raisons peut-être objectives chez les investisseurs. S'ils n'investissent pas, parce qu'ils ne sont pas incités à investir. Parce qu'il y a un problème de confiance, comme disait aussi il y a la confiance, il y a la corruption, il y a l'économie informelle. Ils font leurs calculs économiques, ils préfèrent peut-être importer, c'est plus rentable, que d'investir. Donc il y a des considérations, et ça c'est les institutions. Nous sommes au cœur du problème, c'est les institutions. Parce qu'il y a des institutions d'allocation de ressources. Et Dir vient de parler du système budgétaire algérien. C'est un scandale. Le système budgétaire algérien n'est pas du tout transparent. Beaucoup de dépenses publiques ne sont pas dans la loi de finances. Les comptes d'affectation spéciale ne sont pas dans la loi de finances. La loi de finances crée et ferme des comptes. Mais elle ne parle jamais de la dotation de ces comptes, qui sont des instruments d'incitation. Souvent, enfin la plupart sont... Elles ont beaucoup diminué, les comptes d'affectation spéciaux ont énormément diminué depuis que la rente a diminué. Mais ils ne sont pas budgétisés, c'est ça ce qui est important, ce qui n'est pas anormal. C'est-à-dire en termes de transparence, il n'y a pas une transparence sur ces comptes. Donc, deuxième type d'institution, ce sont les institutions de régulation. Dans une économie, quand les institutions de régulation ne sont pas efficaces, ne sont pas efficientes, donc il y a des distorsions. Et la distorsion ne conduit pas à l'allocation optimale des ressources, même du capital privé quand il veut investir, parce qu'il n'est pas incité à innover, parce que la concurrence ne joue pas. C'est plutôt, nous sommes dans des positions de capture de rente ou de situation de quasi-monopole ou d'oligopole, alors que nous sommes dans une économie qui doit être la plus ouverte possible et la plus concurrentielle possible. Qu'il y ait des positions d'oligopole dans certains secteurs particuliers. Stratégiques. Les secteurs des réseaux, etc., les télécoms, etc. C'est normal que nous avons besoin d'oligopoles parce que l'investissement est très lourd et on a besoin des rentabilités plus élevées, mais que dans les activités ordinaires, on n'a pas une concurrence vive. C'est le rôle du Conseil de la concurrence, mais pas uniquement comme institution, mais tous les comportements. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, la diversification ne peut pas se faire dans le contexte d'aujourd'hui. Alors, vous avez parlé de la prédominance justement du capital public. Aujourd'hui, c'est une réalité. D'ailleurs, la loi de finances est très peu... Enfin, on va dire que un tas d'éléments techniques concernant la note de conjoncture qui sort du ministère des Finances et la loi de finances en tant que telle ne sont pas communiquées au grand public. Est-ce que justement, on est dans une configuration d'un État où c'est l'argent de l'État en fait C'est pas normal. Ça, ce qu'on appelle l'information économique, c'est un bien public. Et comme tout bien public, il doit être gratuit ou s'il est tarifé, c'est pour tout le monde. Il doit être accessible, c'est parce que c'est ça l'instrument de politique économique. Maintenant, si il n'est pas publié dans les délais, il n'est pas diffusé, ou même, parfois on va jusqu'à le revendre dans une économie informelle de l'information, ça c'est un peu Quand vous dites revendre, vous parlez de certains médias. Oui, c'est pas normal. Oui, oui, mais on va dire que les médias font leur travail, ils arrivent à avoir leurs sources. Oui, bon, mais in fine, l'information n'est pas publique. Mais que cette source communique d'abord à l'ensemble des Algériens, parce que c'est un bien public. Quel intérêt, techniquement, de comprendre, on voudrait comprendre quel intérêt justement que cette information soit diffusée à large public plutôt que, voilà, comme disait M. Belmehoub, vendue par certains canaux médiatiques. Non. L'intérêt, on parlait de transparence tout à l'heure, c'est un élément majeur dans le problème de la gouvernance, en fait. Hein, quand vous avez un environnement opaque, vous ne savez pas, en fait, si vous regardez le classement au World Economic Forum de l'Algérie en termes de transparence de la politique publique, l'Algérie est très mal classée. Elle est bon, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais elle n'est pas loin du dernier classement. Donc, il faut de la lisibilité. En fait, le secteur public a besoin, le secteur privé, a besoin de lisibilité de la politique publique. Quand il y a volatilité des lois, ça ne favorise pas l'investissement. Et ce qu'on peut montrer, en fait, avec les données, c'est que, on l'a fait dans le cadre des investissements directs étrangers, quand on augmente la redevabilité, donc par exemple le contrôle sur l'exécutif,
on attire davantage d'investissements. Tout simplement parce qu'en fait, plus de redevabilité fait qu'on a plus de lisibilité et moins d'incertitude dans l'environnement global économique. Et les investisseurs n'aiment pas l'incertitude, ils aiment savoir à quoi ils vont être confrontés, quelle que soit la chose à laquelle ils vont être confrontés, le système dans lequel ils vont être confrontés, mais ils veulent que ce système ne bouge pas constamment, que les lois ne bougent pas trop. Donc, est-ce que l'on trouve ce type de scénario dans les États ou dans les pays où l'essentiel des marchés, des plus gros marchés qui sont contractés émanent du capital public? Est-ce que c'est le même scénario que l'on trouve dans les pays de la région, encore une fois, voilà, Moyen-Orient, Afrique du Nord? À des degrés différents, mais il y a toujours ce problème effectivement de la transparence dans la passation des marchés publics, et ça favorise, en fait, ça crée un problème de conflit d'intérêts, c'est-à-dire que les fonctionnaires en charge de ça peuvent favoriser certains intérêts privés plutôt que l'intérêt public, et ça pose des problèmes. Donc là-dessus aussi, il faut vraiment de la transparence et de la communication. Donc au-delà de ce problème de lisibilité, l'information est importante aussi il faut savoir que le monde bouge, que la gouvernance évolue et qu'aujourd'hui on va vers une gouvernance qui est ouverte, dans laquelle en fait ce n'est plus un État central qui décide de tout, qui est omniscient, qui sait tout et qui fait tout, c'est plutôt de la participation. On est dans un monde de plus en plus compliqué, personne ne peut se targuer d'avoir la science absolue, de savoir ce qu'il faut faire. Ce n'est pas le fonctionnaire tout seul dans son bureau ou l'entrepreneur tout seul dans son entreprise qui sait. C'est une capacité collective qu'il faut développer face à un monde de plus en plus turbulent, de plus en plus incertain. Donc il nécessite des technologies de rupture qui vont complètement bouleverser les modèles de développement. Donc l'information devient en fait la véritable donnée importante pour le développement en fait. En quoi le poids du public, le poids du marché public, ou sa prédominance, est une contrainte sur le climat des affaires, Hadir? En fait, la question il y a une double question dans votre question. Il y a la question du poids du secteur public intrinsèquement au sein de l'économie. Qui est d'ailleurs lié au fait qu'il y ait une opacité. Qui est lié au fait que la plus grosse entreprise, c'est Sonatrach, etc. Et que le secteur de l'énergie est un secteur essentiellement public et qu'il occupe une grosse part dans l'économie. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très ancien. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une chose qui date d'aujourd'hui. Depuis la fin des années 60, on a un secteur de l'énergie qui est représenté à peu près entre 40 et 50% du PIB. C'est une vieille histoire. Au début des années 70, déjà, le pétrole représentait 95% des exportations de l'Algérie. C'est une vieille histoire. Je me souviens qu'au début des années 80, déjà, il était question de développer les exportations, etc., et de se diversifier. C'est un débat qui est récurrent dans l'économie algérienne depuis très très longtemps. Alors maintenant, le problème du secteur public en soi, c'est pas tant le fait qu'il existe des entreprises publiques, etc. Le problème, c'est, M. Blimihoub vient d'y faire référence, c'est d'abord une question de concurrence. Logiquement, d'ailleurs dans la législation algérienne, c'est quand on la regarde, les entreprises publiques et les entreprises privées relèvent du code de commerce, etc. Ils sont censés appliquer exactement les mêmes règles. L'entreprise publique peut tomber en faillite, etc. C'est quelque chose de complètement... alors, ça, c'est ce que dit le texte. Mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Tout le monde le sait. Oui. Les décisions du Conseil national de l'investissement, manifestement, elles privilégient le secteur public, etc. Bon, logiquement, tout ça, ça devrait être transparent, etc. Et l'idée n'est pas de dire pourquoi l'État fait ceci ou cela. L'idée, c'est que, par exemple, les décisions du CPE, du Conseil des participations de l'État, etc. Est-ce que quelqu'un connaît les décisions économiques très très importantes qui sont prises à l'intérieur de ce Conseil? Est-ce que quelqu'un les connaît? Il y a maintenant d'autres questions plus prosaïques, c'est-à-dire que chacun sait, aujourd'hui, il y a des entrepreneurs privés qui se plaignent du fait d'être traités de façon discriminatoire. C'est-à-dire que dans la sphère publique, je n'ai pas besoin de vous citer les exemples. C'est tous les jours qu'on regarde ça. L'accès, il y a des entreprises privées qui vous disent clairement qu'ils soumettent des projets
Il y a des entreprises privées aussi qui vivent grâce au marché public. Attendez. Justement, là maintenant, je viens au deuxième problème, qui est celui des marchés publics. Les lois sur les marchés publics, nous d'ailleurs, on l'a tellement trituré, notre loi sur... c'est comme si c'était quelque chose d'exceptionnel, alors que les institutions internationales, comme la CNUDC par exemple, la Commission des Nations Unies pour le droit international, parce qu'il y a une Commission des Nations Unies qui régule ce type de législation, il y a une loi type, c'est-à-dire que tous les pays, c'est-à-dire qui veulent s'inspirer, on s'inspire, c'est-à-dire une loi type qui pose les bases, etc., pour faire fonctionner un système de marché public, etc. Bon, il faut s'y référer une fois pour toutes. Et en fait, dans notre système de marché public, il y a une part majeure qui est que ce n'est pas une loi d'abord qui organise les marchés publics. C'est un simple texte réglementaire donc, qui est triturable tous les matins. Qui modifie régulièrement. Logiquement, d'ailleurs, sur la base d'ailleurs c'est un problème légal. C'est très très sérieux. Contrairement à ce que les gens pensent, c'est un problème extrêmement sérieux. Parce que sur la base du respect ou non-respect de ce code des marchés, on peut mettre même des gens en tôle pour non-respect. Alors, logiquement, seule la loi peut permettre d'édicter de tels... Alors, donc on est dans une situation d'abus, on va dire, étant donné que voilà... Disons qu'on va appeler ça du bricolage, c'est-à-dire c'est pas sérieux. C'est-à-dire moi, c'est ce que je voulais dire, je ne veux pas en faire des procès à X ou Y, mais c'est pas sérieux. C'est-à-dire à l'échelle d'un État, ça c'est des choses qui devraient être réglées depuis longtemps. On ne devrait plus en parler, c'est-à-dire à la limite, les règles devraient être posées de façon claire. L'accès aux ressources du budget public devrait être non seulement loyal, et puis transparent, et en principe on devrait publier. Équitable aussi. C'est à ça que servent. On parle de transparence. Est-ce que ce manque d'équité, justement, c'est aussi un frein? C'est quelque chose on parlait du doing business que beaucoup de chefs d'entreprise, et on va en revenir, contestent. Vous-même, vous avez dit que voilà, il y a des aspects que vous contestiez. C'est aussi un aspect qui est repoussant pour l'investissement étranger, notamment, et aussi pour les investisseurs locaux. Vous savez, quand on a une économie qui n'est pas concurrentielle, elle crée des zones de rente. Et quand il y a des zones de rente, l'accès à ces rentes se fait par d'autres mécanismes que par le marché ou la compétition. Donc c'est par la bureaucratie et par le système administratif. C'est des méthodes non conventionnelles pour... non économiques, anti-économiques non orthodoxes. Voilà. Anti-économiques. Parce qu'aujourd'hui, en théorie comme en pratique, le meilleur système d'organisation de l'économie, c'est la concurrence, c'est le marché concurrentiel. La planification a été déclassée une fois pour toutes. Et aujourd'hui, donc, tant que notre économie n'est pas concurrentielle, elle pose ce genre de problème. Mais dans les textes, nous sommes une économie concurrentielle. Mais quand je reviens pas libérale, parce que bon... voilà. Au-delà de libéral et de socialiste, etc. De toute façon, l'État n'a jamais su réellement, donc on ne va pas essayer de comprendre ça pas sur le plan idéologique. Pas sur le plan idéologique, je parle sur le plan de la régulation. Il y a une économie de marché, il y a une économie administrative. Derrière, on peut mettre ce qu'on veut. Moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est l'économie concurrentielle qui est la plus efficace en termes d'allocation de ressources, de compétitivité, en termes d'innovation. Alors aujourd'hui en Algérie, on n'est pas dans cette situation. Ce qui crée ces positions sur le marché qui profitent à certains au détriment des autres. Le code des marchés publics, Mouloud l'a rappelé tout à l'heure, effectivement aujourd'hui, le comportement des chefs d'entreprise publiques cherche toujours, quand ils ont un achat à faire, de trouver l'entreprise publique qui le fournit, pour éviter d'être en tôle. Parce qu'on peut interpréter ce code des marchés publics, ces règles du code des marchés publics. Donc il te dit, moi je vais acheter, même si c'est plus cher chez l'entreprise publique, je suis couvert. C'est toujours la corruption qui est en bout de fil, qui finalement, le chef d'entreprise en tout cas craint d'être corrompu. Il a craint parce que le système judiciaire ne fonctionne pas convenablement. Et donc on se protège individuellement, et en se protégeant individuellement et personnellement, il y a une inertie. On n'est pas dans l'efficacité économique. Donc ça, c'est des problèmes comme ça. Maintenant, je reviens sur l'équité dans l'allocation de l'argent public. Là, pourquoi, et ça c'est le problème de transparence, l'État est propriétaire de grandes entreprises dans tous les pays du monde. Ça a changé maintenant, mais il y a eu des entreprises publiques qui ont très bien fonctionné dans beaucoup de pays au monde. Donc le mal n'est pas là. On n'est pas dans le statut d'entreprise publique, mais dans les règles, dans les relations entre l'entreprise publique et l'État. Et là, nous trouvons des choses qui ne sont pas
correct sur le plan économique. Oui. On subventionne une entreprise publique. Mais on n'a pas le droit de subventionner une entreprise publique s'il n'y a pas une suggestion de service public ou d'aménagement du territoire. Oui. On subventionne un secteur. Et toutes les entreprises qui sont dans ce secteur ou qui émargent dans une activité de ce secteur peuvent bénéficier de cette subvention. Aujourd'hui, non seulement on subventionne les entreprises publiques, ce qui peut être justifié pour différentes raisons, mais cette subvention n'est pas transparente, vous ne la trouvez pas dans le budget de l'État. Deuxièmement, cette subvention crée des distorsions sur la concurrence. Parce qu'il y a une entreprise qui bénéficie d'une subvention, sa concurrente ne bénéficie pas de la même subvention. Mais les subventions, elles sont aussi au bénéfice des entreprises privées. Il y a énormément d'activités, notamment liées à l'agriculture, qui elles, bénéficient quand on subventionne les activités, il n'y a pas de problème. C'est quand on subventionne l'entreprise. Il faut faire une différence. Elle-même, oui. C'est-à-dire que lorsqu'on la maintient en vie, lorsqu'on la réanime au moment où elle a été... L'État est propriétaire. Si ces entreprises sont en difficulté, il n'a qu'à augmenter son capital. Ce qu'on appelle intervenir par le haut du bilan et non pas par le bas du bilan. Le bas du bilan, c'est pour tout le monde. Le haut du bilan, c'est pour le propriétaire. Donc là, c'est très important, cette différence. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que ce qu'on est en train de documenter ici, c'est un angle de compréhension de l'effet des institutions sur la diversification de l'économie algérienne, qui a été abordé hier, justement. C'est que tout ce qu'on est en train de décrire, c'est un problème de distorsion. On crée des distorsions partout dans l'économie. Ce problème de poids du secteur public, c'est qu'on a en face aussi un secteur bancaire qui est dominé par le public, et donc des ressources qui ne sont pas allouées correctement, qui vont soutenir des entreprises publiques qui ne sont pas efficaces. Et donc il y a un coût d'opportunité des ressources qui est très important. C'est-à-dire que ces ressources qu'on met pour renflouer constamment des ressources des entreprises publiques pour aller ailleurs, via le système bancaire, bien sûr. Et donc on est en train de limiter justement le développement du secteur privé, limiter la croissance, limiter la hausse de la productivité. Et donc, il y a impérativement des réformes à mettre en œuvre sur le plan des institutions pour faire en sorte que les institutions ne créent pas ces distorsions et ne parviennent pas justement à cette allocation totalement inefficace des ressources. Avant de passer aux réformes, il y a ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire, qui est l'une des distorsions, comme vous le dites, mais pour parler français et pas chinois, parce que peut-être que beaucoup ne vont pas comprendre ce mot, c'est le dysfonctionnement du système. C'est quelque chose aussi qu'on trouve souvent, on trouve en tout cas en Algérie. À quel point est-ce que ça a un impact aussi sur le... Ça a un impact important. Alors, la distorsion, elle est critique, en fait, elle a un impact vraiment négatif sur l'économie. Quand les entreprises potentiellement les plus performantes, celles qui ont une productivité totale des facteurs la plus élevée, n'ont pas les ressources qu'elles devraient, ne parviennent pas à avoir le crédit qu'elles voudraient ou accéder aux ressources humaines dont elles auraient besoin pour croître. Et que ces ressources-là vont plutôt au contraire à des entreprises qui, elles, n'ont pas le même potentiel. Par exemple, des entreprises publiques, pour revenir à ce qu'on disait précédemment. Alors là où ce genre de choses peut arriver, c'est quand il y a, par exemple, une fiscalité où il y a beaucoup de compartiments, où on fait ou même des interventions publiques où on fait des choses par taille, par secteur, par âge, etc. Et donc là, on est en train de créer des distorsions, mais sans le savoir forcément. Et il y a aussi quelque chose pour revenir à ce que vous venez de dire, cette question il y a des textes qui peuvent être bien, mais l'application, c'est autre chose. Et entre les textes et l'application, il y a de la discrétion qui intervient. Et cette discrétion peut vraiment avoir des conséquences vraiment négatives sur l'économie si, comme le disait Mohamed Chef, si on est en train d'aider, de subventionner ou d'aider ou d'appuyer ou de favoriser ceux qui ne sont pas les meilleurs. Et le gap justement entre ce qui est écrit et ce qui est appliqué crée également le manque de confiance entre les entreprises et les structures. Et ça, c'est vraiment mesurable, ce gap entre guillemets. C'est si on compare ce que donne le doing business sur un certain nombre de dimensions, prenons par exemple le permis de construire, et ce que donnent les enquêtes entreprises où on demande aux entreprises concrètement leur expérience, on constate un gap important en fait entre ce que le délai qui devrait être le moyen, compte tenu des textes, compte tenu du fonctionnement des institutions, et la réalité que vivent les entreprises. Et là donc on a un flou de la discrétion possible, et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut gommer. Alors justement, en parlant de doing business, c'est quelque chose, ce classement ces 2 dernières années a créé la discorde entre les chefs d'entreprise, notamment président de patronat, en disant oui, ils ont été trop sévères contre nous. Il y a eu également des réactions comme celle-là lorsque l'Union européenne a critiqué les positions ou les décisions en matière de commerce extérieur. Un certain nombre de chefs d'entreprise ont dit non, il faut que l'Algérie
l'Algérie soit... Il faut qu'on nous soutienne, il faut que l'on se préserve. Alors, parmi ces chefs d'entreprise qui réfutent le classement Doing Business et qui considèrent que le climat des affaires en Algérie s'améliore, ils parlent également de nouveaux modèles de croissance économique qui, pour eux, en tout cas, est en train d'apporter leurs fruits. Alors, je vous propose d'écouter 3 membres de patronat, le FCE, la CNCPME et le CEIMI, qui, eux, voient les choses de manière très positive. On regarde l'enregistrement qui a été réalisé par Amal Bouharpa. Le gouvernement algérien a fait de l'amélioration de l'environnement des affaires et de la promotion de l'investissement une priorité nationale. Les différentes réformes engagées par l'Algérie ont eu un impact perceptible et pour mieux consolider les efforts, les pouvoirs publics ont constitutionnalisé l'amélioration du climat des affaires au niveau de l'article 43 de notre Constitution lors de la dernière révision de la Constitution. Nous retrouvons également des mesures concrètes sur l'annexe du décret exécutif du 5 mars dernier portant mécanisme de suivi des mesures et réformes structurelles dans le cadre de la mise en œuvre du financement non conventionnel. Je vais en citer brièvement quelques grandes mesures qui sont portées sur cette annexe et sur ce décret. Nous avons une rationalisation, la mise en place d'une politique de rationalisation des importations des biens et services, avec comme point majeur la mobilisation dès 2018 de l'ensemble des ordonnateurs de la commande publique à l'effet d'accorder la priorité à la production locale de biens et de services conformément aux dispositions du Code du marché public. Depuis 2014, l'Algérie vit une crise particulière sur le plan économique que vous connaissez tous, et malgré tout, nous avons fait des avancées en termes de réformes structurelles très importantes. Je citerai la dématérialisation de toutes les transactions commerciales liées à la fois à la création d'entreprises, liées aux déclarations fiscales, liées au permis, pour le permis de construire, donc pour le raccordement à Sonelgaz. Toutes ces choses-là, nous notons aujourd'hui des avancées très importantes. Ne pas trop dramatiser parce que la réalité est là. Aujourd'hui, on a vu avec le blocage des importations, ça a donné un deuxième souffle aux entreprises algériennes. Là, on le voit, ils sont en train de prendre le relais par rapport à ces importations massives qui n'arrêtaient pas de recevoir. Et aujourd'hui, justement, c'est de sensibiliser les gens que c'est pas aussi dramatique que ça. Faire une situation réelle et concrète de notre climat d'affaires qui n'est pas vrai ce qui se dit à l'international. Voilà donc des points de vue qui vont à peu près dans le même sens, qui sont très, très positifs, très optimistes en tout cas par rapport au climat des affaires. On a même entendu l'un des 3 interviewés parler un peu comme un ministre. Donc il était là un petit peu en train de défendre le modèle économique de croissance, de défendre le financement non conventionnel et de dire que voilà, les choses sont en train de changer, les douanes, etc. sont en train de s'améliorer. Ce que nous ne contestons pas, ce que je voudrais comprendre, c'est comment expliquer qu'un patron d'une entreprise privée algérienne puisse parler un peu à la place du gouvernement, à la place d'un représentant du gouvernement. Comment vous voyez la chose? Bon, il y a un mot que dans le langage de Zoubir, on appelle les entreprises politiquement connectées. Ici, en l'occurrence, il s'agit d'associations politiquement connectées. Il parle à la place du ministre, ça dit tout. C'est-à-dire, je comprendrais qu'un ministre vienne et dise ce type de choses, etc. Et à la limite, on va lui poser des questions. Et c'est un débat, c'est ce type de débat qu'on appelle de nos voeux. C'est-à-dire en gros que des ministres viennent, qui disent voilà, ils assument la politique qu'ils mettent en œuvre, et ils l'exposent. C'est ce qui est fait d'ailleurs. Et voilà, ça se fait de temps en temps, pas aussi souvent qu'on le souhaiterait, mais disons que ce type de comportement, mais que des chefs d'entreprise viennent dire le gouvernement est bon, etc. C'est pas comme ça que les choses parce qu'on peut... vous auriez pu réaliser le même type de documentaire où on pose la question à d'autres types d'entreprises, etc., qui vont vous dire exactement le contraire. Oui, mais justement, vous ne répondez pas à ma question. Comment expliquer justement
cette différence et ce fait, comment vous expliquez le fait que des patrons puissent ainsi épouser complètement la politique économique, alors que d'autres disent que le climat des affaires est moribond? Je viens de vous dire qu'il y a des patrons politiquement connectés. À la limite, lui, à titre personnel, il a intérêt. Bon, il y a des entreprises qui se portent bien. On ne dit pas, personne ne dit le contraire. Nous, on parle de l'économie nationale, parce que il y a effectivement des entreprises qui sont bien, qui ont accès à toutes les aides de l'État, et même à d'autres, etc. D'autres, ce qu'on constate, c'est que globalement, notre taux de croissance est insuffisant, nos investissements, d'abord on n'a même pas les chiffres sur l'investissement réel des entreprises. On parlait de transparence, c'est quelque chose qui n'existe pas. Nos performances en matière d'attraction des idées, c'est très limité. La vision qu'ont globalement, c'est-à-dire y compris dans nos journaux, c'est-à-dire tous les matins, on lit ça. Et moi, je viens de lire que le chef du gouvernement lui-même vient de dire qu'il n'est pas content des résultats du secteur public de manière générale, etc., du nombre d'entreprises publiques qui ne payent pas leurs créances bancaires. Donc ça veut dire que manifestement, il y a un problème. Et puis bon, maintenant, puisque vous posez la question directement, arriver à recourir à la planche à billets, appelons-la comme ça, parce que bon, financement non conventionnel, au financement monétaire, disons, du Trésor, à des hauteurs qui sont celles qu'on constate aujourd'hui, et qui, de mon point de vue, ne sont que la partie immergée aujourd'hui d'un iceberg encore immense, et qui correspondent à des engagements de l'État en matière de subventions, par exemple, tout ce qui est subvention de l'énergie, tout ce qui est assainissement du secteur public. Déficit budgétaire. Voilà, qui ne sont pas dans le budget. En principe, ça devrait faire l'objet, de manière transparente, du budget de l'État. Parce que si on intègre ces dépenses, le niveau du déficit budgétaire, selon mes propres calculs, en tout cas pour l'année 2019, il serait à peu près de 50% on aurait un déficit réel de 50% du total du budget. Et ça, c'est pas normal. Alors, on va revenir à la question du financement non conventionnel. Le lobbying politique, en tant que fonctionnement, est-ce que ça fragilise l'acte d'entreprendre? Est-ce que c'est quelque chose de normal? Enfin, on sait très bien que ça existe dans tous les pays, mais aujourd'hui, en Algérie, est-ce que c'était un élément qui fragilise l'activité des entreprises, selon vous? À court terme, non. Mais comme vous venez de le dire, le financement non conventionnel existe un peu partout dans beaucoup de pays du monde, mais ça n'a jamais été une politique financière d'un pays. C'est une politique conjoncturelle, pour des raisons liées à une conjoncture, etc., mais avec la condition de rembourser, que l'État, que le Trésor rembourse la Banque d'Algérie, parce que la Banque d'Algérie fait des avances à l'économie pour que l'économie redémarre, etc. Vous parlez du financement non conventionnel, vous êtes resté sur le même sujet, c'est pas grave, allez-y. La question portait sur le lobbying politique. Oui, ça va avec. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui défendent le financement non conventionnel sont dans le lobbying politique. Justement parce qu'ils trouvent un intérêt, parce qu'à un moment donné, l'économie était en panne sèche, en 2016, 2017 en particulier, et on avait besoin de ressources. Et le lobbying, justement, a fonctionné dans ce sens pour qu'il y ait toujours un budget de l'État, toujours généreux. Et comment avoir un budget de l'État généreux quand la fiscalité ne permet pas de le financer? C'est de créer de la monnaie. Créer de la monnaie. Donc il y a eu un lobbying dans ce sens qui a encouragé le gouvernement à aller dans ce sens. Aujourd'hui, la situation est telle qu'elle est. Je ne sais pas. Mais cela dit, ça bénéficie à des entreprises qui vont produire. Elles vont créer de la valeur ajoutée. Pas toujours. Elles vont employer. À condition ce n'est pas de l'argent qu'elles se mettent dans les poches. Oui, mais à condition que l'allocation des ressources budgétaires se fasse dans des conditions de transparence et d'efficacité. Ce n'est pas le cas. Mais je ne sais pas. Mais la transparence, en tout cas, n'y est pas. Mais si ce n'est pas alloué de façon efficace pour les secteurs les plus compétitifs, pour des entreprises compétitives, oui. Mais si ça se fait par d'autres circuits administratifs et bureaucratiques, ce n'est pas le cas. Mais je ne sais pas, là, je n'ai pas de données encore. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut constater après 3 années de fonctionnement de ce financement non conventionnel, les réformes à mettre en place, même s'il y a un décret qui a fixé la liste de ces réformes à mettre en place, moi je ne les vois pas mises en place.
Donc comment voulez-vous qu'on va pouvoir élargir l'assiette et faire de la croissance pour rembourser la Banque d'Algérie? Ça, c'est la question du point de vue du Trésor public. Est-ce que le Trésor public, dans une année, dans 2 ans, aura la croissance attendue pour élargir son assiette fiscale et collecter plus d'impôts et payer la Banque d'Algérie? J'arrive à votre question maintenant de façon directe. Effectivement, le lobbying politique existe, c'est une réalité, pas uniquement en Algérie. Dans beaucoup de pays au monde, nous avons ce lobbying politique. Tout à l'heure, j'ai évoqué un cas, c'est l'Ukraine. En Ukraine, la gouvernance dans ce pays a relevé que chaque groupe parlementaire, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de leur parlement, a une liste d'entreprises. Et il y a un accord tacite entre tous les parlementaires pour qu'on alloue chacun, en fonction de sa puissance, au groupe parlementaire, à ces entreprises. Donc il y a un partage parlementaire de la rente, en fait. Absolument, de façon peut-être informelle, il n'est pas déclaré, mais en tout cas, il y a un consensus sur cette question. Et on alloue des ressources publiques à ces entreprises qui appartiennent, qui sont reliées ou connectées à ces groupes parlementaires, à ces partis politiques, etc. Donc, c'est une réalité. En Algérie, ce n'est pas aussi bien organisé. On n'est pas encore dans des groupes parlementaires homogènes qui représentent une tendance ou une idéologie. Peut-être que c'est opaque aussi, parce que bon, voilà, la formation encore, elle n'est pas... donc ça fonctionne par individu, par clan, etc. etc. Mais ce n'est pas exclu que le lobbying aujourd'hui fonctionne dans ce sens. Oui. Zoubir Ben Hamouche, le financement non conventionnel est une forme de dysfonctionnement ou bien est-ce que c'est quelque chose qui peut aller en droite ligne avec ce que peut vouloir faire l'État pour améliorer son climat des affaires? Est-ce que améliorer le climat des affaires et créer de la monnaie peuvent aller de pair dans une économie comme la nôtre? Il me semble que ce qui avait été prévu, c'est que ce financement conventionnel soit accompagné de réformes structurelles. Parce que, évidemment, les pouvoirs publics avaient sans doute en tête le fait que la création monétaire peut engendrer de l'inflation si la production ne suit pas derrière. Donc, bon, le souci, c'est que les réformes structurelles mettent du temps. C'est pas, les effets peuvent prendre du temps. Donc, développer le secteur, la capacité de production du pays, ça prend du temps. Donc, voilà. Donc, il est difficile donc de faire avancer des réformes à un rythme qu'elles ne peuvent pas finalement pas aller plus vite que la musique. Surtout que le rythme de création monétaire est important, donc c'est ça aussi qui alors pose parmi souci. les autres éléments qui sont qu'il faut on parle de réforme. Vous avez évoqué lors de la conférence dont on a vu quelques extraits dans le reportage tout à l'heure qu'il était question de pouvoir réformer ou d'améliorer la qualité des institutions, mais à un moindre coût. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir un moyen de le faire, mais de manière morcelée, par îlot, pour qu'ensuite ça puisse faire boule de neige, parce que de toutes les façons, faire table rase de tout et tout, mettre les compteurs à zéro, je crois que ça n'existe que dans les mangas, ça ne peut pas fonctionner dans une économie réelle. Aujourd'hui, si l'on pouvait parler de la réforme sur les subventions, par exemple, aujourd'hui les subventions des produits de large consommation et de carburant, est-ce que c'est une distorsion ou bien est-ce que ça aide l'économie? Non, d'abord, pour ce qui concerne ça, manifestement, de façon, il y a un consensus national sur le fait que le problème des subventions n'est pas tant la subvention en tant que telle, c'est le fait qu'elle est mal dirigée. C'est-à-dire tout le monde en bénéficie. Elle est universelle. En gros, tout le monde, y compris ceux qui n'en ont pas besoin. C'est-à-dire, y accède tout le monde. Oui, mais pour l'entreprise, aujourd'hui, elle aide l'entreprise. Aujourd'hui, elle est un soutien pour pas mal d'activités entrepreneuriales. Ce n'est pas conçu d'abord pour aider les entreprises, c'est conçu pour aider le pouvoir d'achat des citoyens. C'est comme ça que c'est fait à la base. Et de ce point de vue-là, le gouvernement, depuis très longtemps, il dit qu'il a l'intention de toute façon de le mettre en cause. Ça, il a lui-même fait des enquêtes qui corroborent ça. Tous les ministres déclarent eux-mêmes que... Alors, c'est inscrit dans le programme des réformes du gouvernement qui a été même consigné par décret en mars 2018, voilà une année. Donc, sur ce point-là, tout le monde est d'accord. Maintenant, puisque vous parlez de distorsion de ce point de vue, et vous citez par exemple des distorsions du type, on subventionne le lait et les céréales.
Personne ne discute d'ailleurs le bien fondé de subventionner ça. Mais ce qu'on sait, par exemple, le problème de notre système de subvention, c'est qu'il est adossé à l'importation. Tout le monde, tous les pays du monde subventionnent leurs produits agricoles. Le problème chez nous, c'est qu'on ne subventionne pas notre agriculture. On subventionne la consommation de produits agricoles importés. Il y a des subventions au niveau du secteur agricole, en amont, en aval. C'est à discuter. Il y a des filières qui ont été aidées pendant longtemps. Je vous parle là de dossiers que je connais très bien. Dans le contexte actuel, par exemple, dans le cadre du système du marché algérien des céréales, du marché algérien du lait, il est impossible, en tout cas, il est impossible d'arriver, alors qu'on peut le faire, d'arriver à l'autosuffisance dans les conditions de prix actuels. Le système des prix que nous avons actuellement, parce que même on est dans les gens, etc., et puis Dieu sait que le système de subvention, en tout cas, il crée de la corruption aussi, parce qu'il y a des gens qui vous donnent... Parce que si on regarde le niveau des subventions, par exemple, pour le lait, en principe, on est arrivé à l'autosuffisance, c'est-à-dire compte tenu de ce que donne l'État par ailleurs. Mais dans la pratique, le système... Et c'est un problème mondial, parce que ce n'est pas un problème strictement mondial, c'est un problème extrêmement sérieux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Européens, chez qui on achète, ou bien même les Néo-Zélandais, les Argentins, les Américains, là où on achète nos céréales et notre lait, eux subventionnent ce produit. Ils le subventionnent à la production, ils le subventionnent à l'exportation, ils subventionnent le système financier qui fait qu'ils vous le rendent disponible ici jusqu'au... Et puis, donc, tout ça fait partie d'un système de subvention. Et le pauvre agriculteur algérien, il est en lutte face à des réseaux qui sont extrêmement puissants. Et en plus, l'Algérie, c'est-à-dire, ajoute un niveau de subvention. Alors, il faut rappeler que vous parlez du blé et de la poudre de lait uniquement, puisque aujourd'hui l'Algérie n'importe plus de légumes ni de fruits. Non, je parle l'agriculteur n'en peut pas dire qu'il soit en proie à des importations. Non, écoutez, je vous parle de produits, c'est des choses extrêmement sérieuses. Je ne dis pas ça pour critiquer ou pour... Non, mais je suis très sérieuse aussi. Non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelque chose, parce qu'il faut le regarder scientifiquement. Il ne s'agit pas de déclarer des choses, etc., sous prétexte qu'il y en a qui aiment les Algériens, qui veulent leur donner du pain gratis, etc. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on devrait arriver à ce que, les céréales, on peut mettre fin à l'importation de céréales. Il y a toutes les raisons, toutes les conditions pour le faire. On peut mettre fin à l'importation de lait. Les Tunisiens l'ont fait, les Marocains sont en train de le faire, et ici, nous avons les moyens de le faire. Et le problème, le système de subvention, sur la question. Le système de subvention tel qu'il est organisé actuellement est un obstacle à l'autosuffisance en matière de ces produits. C'est quelque chose d'extrêmement... C'est une distorsion majeure. On peut le faire maintenant, aujourd'hui, tout de suite. D'abord, le niveau de subvention d'aujourd'hui est intenable. Impossible de soutenir ce système à long terme, ou même à moyen terme. Parce que la population augmente chaque année d'1 million de personnes qu'il faut nourrir avec du lait, des céréales, etc., etc. Donc là, c'est un vrai problème. Le niveau, je parle du niveau, pas du principe de subventionner certains produits. Deuxièmement, le problème qui est posé aujourd'hui, il faut faire la part des choses. Pourquoi subventionner les carburants ? Qu'on me justifie pourquoi subventionner le carburant. Qu'on subventionne le lait ou les céréales, encore qu'on peut discuter de la situation. Qu'on subventionne l'électricité jusqu'à un certain seuil de consommation, l'eau. Mais pourquoi subventionner les carburants ? Pour permettre à des gens de passer toute la journée à circuler avec une climatisation même en hiver. Il n'y a pas que ça quand même. Il y a énormément d'activités qui ont recours au carburant, qui fonctionnent avec des véhicules industriels, on peut trouver pour les véhicules industriels un système fiscal de défiscalisation. On revient à l'idée du ciblage des subventions, absolument, qui aujourd'hui n'a toujours pas vu le jour. Non, mais le ciblage est très difficile. Les experts, la Banque mondiale, le FMI, depuis des années, le ciblage ne fonctionne pas. Oriente les pouvoirs publics algériens pour prendre des mesures fermes pour les subventions. Aujourd'hui, aucune décision n'a encore
été prises. On sent comme une inertie au niveau des pouvoirs publics. Oui, parce qu'à un moment donné, l'année dernière, on a pensé, je termine sur ça, l'année dernière, on a pensé à une carte de carburant. Ça n'a pas de sens, parce que la carte de carburant va entraîner l'économie informelle. Moi, j'ai des excédents dans ma carte de carburant sur Malou. Ça va être la même histoire qu'avec les bons d'essence, voilà. que les gens se... Deuxièmement, je termine avec ça. Rapidement. Le problème aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez fait un échange avec Hadir sur les subventions des secteurs agricoles. Oui, il y avait beaucoup de subventions entre 2000 et 2010. Massivement, on a subventionné l'agriculture. Mais est-ce que réellement, les agriculteurs ont reçu ces subventions? Ça, c'est la question qui est importante. Alors, le problème général, pour les subventions, de façon générale, ce sont les politiques publiques mal élaborées et surtout l'évaluation des politiques publiques. On n'évalue pas. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut nous dire l'évaluation de la politique publique agricole? Qu'est-ce qu'elle a apporté? Combien elle a coûté? Pas de bilan, pas d'évaluation. Ceci est valable pour l'agriculture, pour l'industrie, pour la santé, pour l'éducation. On n'évalue pas les politiques publiques. L'emploi. L'argent qui a été versé pour subventionner l'emploi, c'est faramineux. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un bilan, une évaluation? Combien coûte un emploi en Algérie qui a été créé par les agences, etc. Mais aujourd'hui, les solutions sont bien là, elles sont devant notre nez, subventionner ou cibler différemment les subventions, notamment des carburants, c'est quelque chose qui est à notre portée. Il faut d'abord évaluer. Il faut évaluer. Mais en fait, il y a une réflexion en cours qui est faite, qui est pilotée par le ministère des Finances sur la réforme des subventions. Donc il n'y a pas d'inertie sur le sujet, même si ça aurait pu être fait depuis un moment, parce que ça coûte cher, c'est vrai. Le dossier est en train de ce qui coûte le plus cher, c'est les subventions implicites, ce ne sont pas les subventions explicites. L'alimentaire, c'est 1,5%. C'est beaucoup, 1,5% du PIB. C'est-à-dire qu'en termes de coût d'opportunité des ressources, il faut le voir aussi comme ça. Ça fait beaucoup. Mais c'est une réforme qui, par définition, ne peut pas être faite de façon brutale. Donc il faut le faire en douceur. Malheureusement, ça aurait pu être fait à un moment où l'Algérie était financièrement dans l'aisance financière. Et là, le coût social aurait été beaucoup plus faible, etc. Donc maintenant, effectivement, on y réfléchit à un moment où les ressources financières se sont taries, où les difficultés budgétaires sont là et vont vraisemblablement durer. Mais il faut comprendre que ça ne soit pas, en termes d'économie politique, c'est quelque chose qui va forcément se faire de façon smooth, de façon lissée. Mais sur le coût de l'énergie, la réduction de la subvention pour le fioul ne veut pas dire que les Algériens doivent payer le même prix qu'ailleurs, parce qu'il y a dans le prix, il y a une part qui est due à la rareté de la ressource, et la ressource est là, elle est sur le sol algérien. Par contre, il y a une marge importante d'augmentation effectivement des prix, et à mon avis, elle va être étalée dans le temps. Aujourd'hui, on va finir sur ça. On dit qu'il reste 2 ou 3 petites minutes. Je ne sais pas si vous pourrez y arriver, Mouloud Hadir, en 2-3 petites minutes, en disant, voilà, pour continuer sur la même lancée, de dire qu'aujourd'hui, la Sonatrach est le pilier sur lequel repose l'économie algérienne, et pourtant, elle doit énormément d'argent à l'État. Le différentiel, elle doit énormément d'argent dû au différentiel entre du prix d'achat et le prix de vente qui, lui, est subventionné aujourd'hui. Zoubil vient de parler là tout de suite, et Mohamed Cherif aussi, des subventions à l'énergie, de façon générale. Un des problèmes essentiels, c'est d'abord que c'est une subvention. L'État a le droit de le faire, mais elle devrait être d'abord débattue à l'Assemblée populaire nationale. C'est un élément du budget et de l'engagement général, de l'engagement de l'État. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Pourquoi il ne le fait pas? Pourquoi on dit que c'est implicite? Parce qu'en fait, c'est la Sonatrach qui préfinance cette subvention. Ça, c'est une chose. Alors ça, c'est profondément anormal. Parce qu'en principe, que la société, à la limite, que la Sonatrach préfinance sur une année, mais à la limite, à la fin de l'année, on devrait... parce que Sonatrach, il faut qu'on la protège collectivement. Il ne s'agit pas quelque chose, une caisse dans laquelle l'État plonge, puis quand il a besoin quand il a un problème de ressources. Ça, c'est profondément malsain comme méthode de gestion. Maintenant, ce qu'on a appris d'ailleurs à travers la note qu'a présentée le gouverneur de la Banque d'Algérie devant les députés, c'est que Sonatrach, on lui a payé le différentiel entre 2012 et 2014, on lui paye donc avec ce financement non conventionnel. En 2018. On va lui payer en 2018. Ça veut dire que 2014 jusqu'à 2018, à ce jour,
Je vous dis que, d'après les chiffres du ministère des Finances, c'est à peu près entre 600 et 700 milliards de dinars chaque année. C'est énorme. C'est l'équivalent de 6 milliards de dollars pour une entreprise, c'est gigantesque. Et Sonatrach aujourd'hui, d'ailleurs, elle a des problèmes pour financer ses propres projets de développement. C'est très très sérieux. Alors tout ça, en principe, on devrait le poser publiquement, être discuté de façon officielle à l'intérieur de l'Assemblée nationale, tout le monde. Et puis, les Algériens doivent décider est-ce qu'ils veulent subventionner du carburant ou bien est-ce qu'ils veulent mettre cet argent dans la politique de santé, dans les hôpitaux, dans les écoles. C'est un choix. Et pourquoi faut-il subventionner le carburant à tout prix? C'est-à-dire, j'ai pas de. Ne serait-ce que pour cette raison liée à la Sonatrach. Voilà, alors la Sonatrach, c'est quelque chose qui c'est une société publique qu'il faut protéger, puisque c'est elle qui nourrit l'Algérie. C'est elle qui nourrit. Merci Mouloud Hadir. Je suis désolée de vous retirer, de vous arrêter là, puisqu'on arrive à la fin de cette émission. On a parlé des distorsions, et malheureusement il y en a beaucoup, et une heure n'aura pas suffi pour faire le tour de la question. Voilà, on a parlé ce soir des dysfonctionnements liés aux institutions et qui entravent le climat des affaires. Et j'ai eu le plaisir d'avoir M. Mouloud Hadir, économiste expert en commerce extérieur. J'ai également le plaisir d'avoir Dr Zoubeir Belhamouch, économiste au bureau pour l'Afrique du Nord aux Nations Unies, et M. Mohamed Cherif Ben Yehoub, professeur et analyste en économie. Voilà, on se revoit mercredi prochain pour une nouvelle thématique économique, et le replay de cette émission demain sur notre chaîne à 11h, sinon le replay sur la chaîne YouTube à partir de demain. Très bonne soirée à tous.